Allô et bienvenue à ce 26e épisode d'Histoire d'éco-communauté. À travers ce balado, on parle à différents acteurs du mouvement éco-communautaire québécois, des gens en lien avec des éco-villages, éco-hameaux, cohabitats, communautés intentionnelles au Québec. Chaque communauté a son histoire et c'est ça que nous vous proposons de découvrir ensemble. Mon nom est Hugo et aujourd'hui, on a avec nous Pierre-Élie Huppé. Salut Pierre-Élie, comment vas-tu? Allô Hugo, ça va super bien. Vous autres? Cool, merci. Moi aussi, je vais bien. Merci de venir à notre podcast. Et Martin est de retour avec nous. Martin, comment vas-tu? Hey, salut Hugo, salut Pierre-Élie. Ça va vraiment très bien. Voilà. Yes. On va avoir l'occasion d'explorer plus en profondeur avec quoi on arrive. Tu dois être quand même, Pierre-Élie, comme tu dois avoir déjà fait ça, là, des comment je me sens, avec quoi on arrive. Quand on commence une rencontre, on se pose un petit peu, puis on dit un peu dans quel état émotionnel on est. Est-ce que tu veux Ben oui, commencer? je peux bien commencer, là. Puis des fois, on y va pour une température météorologique ou autre. Mais ouais, j'arrive avec un brin de fébrilité parce que je m'étais dit que je me préparais à l'avance aux questions. Fait que je les ai lues vite fait, je pense, ce matin. Puis là, j'étais dans l'atelier de bois tantôt parce que je suis en train de faire des morceaux pour réparer un Zodiac parce que j'ai un petit voilier. Fait que là, j'étais en train de préparer la saison de voile. Je faisais de la peinture ce matin, puis là, je faisais tu sais, de la menuiserie cet après-midi. Puis là, d'un coup, il est arrivé 5 heures, puis j'étais. Finalement, j'avais pas vraiment pris le temps de m'asseoir avec les questions. Fait qu'un brin de fébrilité, puis en même temps, ben, ça me fait plaisir d'être avec vous. Donc, on verra comment que ça sort. Je les ai relus tout à l'heure, là, quand on commençait à jaser aussi euh, pendant nos échanges. Donc, à voir. Yes, merci Vous autres? beaucoup. Moi, je peux y aller. Moi, je suis arrivé. Là, t'as dit fébrilité, là, c'est exactement comment je me sens en ce moment. Tantôt, j'étais comme vraiment perdu. J'étais en train de. Il était 5h moins 10. Puis là, j'étais en train de finir de travailler. Puis là, ma conjointe, elle me parle de notre fils, puis il va à une fête d'amis. Puis là, elle me dit, mais moi, j'irai pas parce que je suis malade. Puis je fais comme, ben moi, faut-tu que j'y aille? Puis là, elle me dit, non, toi, t'as ton podcast. Je fais comme, ah non, fuck, c'est vrai. Ça m'était carrément sorti de la tête. Heureusement que j'aurais fini par m'en souvenir, c'est dans mon agenda, puis tout. Mais c'est comme je suis perdu, puis des fois, je suis comme plus perdu ces temps-ci. Puis en même temps, j'ai comme plein de choses à penser, mais des fois, je fais comme, ah, ok, que- on est quel jour, là? Fait que c'est peut-être un symptôme de surcharge mentale, mais je le sais pas. Je sais pas. Mais règle générale, je vais bien. J'arrive avec une bonne énergie, puis occupé, mais quand même. J'ai eu deux semaines émotionnelles plus difficiles, mais ça fait comme 2 semaines. Mais là, je peux me passer à d'autres choses. Mais il y a toujours des émotions, mais rien de plus que la moyenne. Martin, toi, comment vas-tu? Euh, Ça va vraiment, vraiment bien pour vrai. Ça fait du bien. Euh, j'ai passé une formidable fin de semaine avec la grande famille de cœur, puis en Estrie. Donc, ça recharge les batteries énormément. Je viens de terminer un grand cycle personnel et je ressens vraiment qu'il y a plus de place dans ma tête, dans mes pensées, dans mon corps et dans mon cœur aussi. Fait que ça fait vraiment du bien. Euh, Lors du dernier podcast, on était au tout début du printemps, mais c'était fragile. Mais là, je sens que le printemps, il est plus installé, puis je le ressens. C'est fou comment la nature est représentative des cycles humains. Nous sommes la nature, puis je le ressens énormément de ce temps-ci, puis ça me fait vraiment du bien. Hmm. Voilà, merci. Nous sommes la nature, c'est la citation du jour. Je peux te citer sur les internets. Ben ouais, depuis quand tu te gênes, Hugo, pour citer du monde? Merci, Martin.
Euh, Pierre-Élie, euh, souvent, tu sais, quand on reçoit un invité puis tout ça dans différents balados, l'animateur le présente puis tout ça, moi je trouve qu'on n'est jamais si bien présenté que par soi-même. Pourrais-tu te présenter un petit peu? T'es qui? T'as quel âge à peu près? Tu fais quoi? Tu viens d'où? En gros. Ben, allô, moi c'est Pierre-Élie, c'est écrit en bas de mon écran. J'ai 38 ans. J'ai grandi juste sur le bord de la Beauce, là, dans un petit village qui s'appelle Saint-Patrice-de-Beau-Rivage. Euh, Ensuite, qu'est-ce que je fais présentement? Ça, c'est la grosse question, là. On se fait toujours des blagues avec les collègues par rapport à Noël puis à notre famille. Euh, mais grosso modo, un peu partout sur le territoire québécois, il y a des organismes qui essaient de se coordonner ensemble pour, par exemple, la lutte à la pauvreté, la santé mentale, l'itinérance, avoir du logement abordable, etc. La transition sociale et écologique aussi. Donc, quand on dit qu'on apporte beaucoup de monde autour d'une même table pour réaliser des projets ensemble, puis là, des fois, c'est un truc aussi gros qu'un CIUS qui a comme des milliers d'employés, un truc aussi petit qu'un groupe citoyen ou un OBNL du communautaire, ou puis là, souvent, la municipalité peut être là, il peut y avoir des élus aussi, fait qu'il y a des visions qui sont très différentes, des cultures qui sont très différentes autour d'une même table. Donc ça se passe un peu partout au Québec. Des démarches collectives comme ça, comme on les appelle, il y en a peut-être 250 d'un peu tout genre, puis à toutes les échelles, là. Des fois, c'est un quartier, des fois, c'est une MRC ou une ville, des fois, c'est une région entière au Québec. Puis il y a des trucs qui travaillent pas en québécois aussi. Et l'organisme pour lequel je travaille, là, c'est Communagir. Moi, je suis dans un projet partenarial de Communagir, mais Communagir fait de l'accompagnement de démarches collectives. Donc, ils viennent faciliter les rencontres, ils viennent sur 6 mois, sur un an, sur 2 ans, aider les gens à planifier leurs prochains pas, à prioriser ce qu'ils ont à faire, à mobiliser des fois les partenaires. À un moment donné, les gens, ils ne trouvaient plus le sens de pourquoi ils étaient là, puis là, ben, il manque de gens autour de la table. Donc, remobiliser les gens, avoir une évaluation au service des gens eux-mêmes, donc qui n'est pas là pour la reddition de comptes ou qui n'est pas là pour quantifier les affaires, mais qui est là pour qu'on apprenne puis qu'on s'améliore en gardant un œil sur notre trajectoire. Donc, ça, c'est comme une agir. Puis là, ben, moi, je suis dans un rôle de recherche à l'opération veille et soutien stratégique sur tout ça. L'écosystème du développement des communautés, des espaces de concertation, de, de- de collaboration, avec une visée territoriale, puis souvent avec différents secteurs là, qui sont mis ensemble. Donc, grosso modo, c'est ce que je fais 28 heures par semaine. Puis sinon, ben, présentement, je répare un voilier pour le mettre à l'eau, j'espère, avant la première demi de juin. Puis, euh, puis ça va être un peu ça mes vacances, de faire de la voile sur le lac Masquinongé. Je pourrais dire d'autres choses, là, mais... Oh, c'est cool, ça donne une bonne idée que tu travailles avec des groupes collaboratifs plus que juste dans des communautés intentionnelles, vraiment au niveau de tout ce qui est collaboration. Hey, comme vite comme ça, c'est quoi la différence entre un groupe collaboratif et un groupe compétitif? C'est quoi la culture de la collaboration selon toi? Hi, je ne sais pas si je l'aurais placé comme ça, collaboration, compétition. Ouais, Mais en même temps, c'est une bonne façon de le faire, là. ouais, ça se dit Euh, souvent comme ça dans le mouvement des communautés internationales aux États-Unis. uh-huh. OK. Mais pour avoir travaillé avec des gens qui étaient beaucoup dans la collaboration, il y avait peu d'ego. Ça, c'était quelque chose qui était présent. Les gens sont là pour le projet. Ils ne sont pas là pour eux-mêmes, pour leur prestige, pour leur carrière. Ils ne sont pas là pour la carrière ou le prestige ou la prochaine subvention de leur organisation non plus, de leur groupe de recherche ou de leur OBNL. Ou, tu sais, ils étaient là pour la transition sociale et écologique. Puis là, on travaillait tout le monde dans le même grand but commun. Il y avait la confiance aussi. Quand tu es dans la compétition, il y a peu de confiance. Tu es toujours en train de watcher l'autre pour essayer d'avancer plus vite que lui. Euh,
Fait que peu d'ego, de la confiance, ce seraient les deux premiers éléments là, qui me viennent en tête vite de même. Ok, cool. Merci. C'est de quoi que dans lequel je suis là, en ce moment, puis que je réfléchis beaucoup. C'est pour moi, c'est comme il y a aussi il y a pas d'exclusion dans un groupe collaboratif. Où t'as comme pas le pouvoir d'exclusion. Puis là, il y a pas de domination, si on peut dire. Mhm. Ouais, je me demande, c'est quand même une question là, que je me pose à différents moments, c'est la question de l'exclusion. Hmm. Pour en amont des chicanes. Je pense que l'histoire la plus trash que j'ai entendue, peut-être que je ne devrais pas parler. Non, j'en parlerai pas. Euh, mais c'est ça. Des fois, il arrive des trucs vraiment, vraiment, vraiment pas cool. Hmm. Puis là, ben, il y a comme pas vraiment de marche arrière possible. Fait que ça, tu sais. Mais il y a personne qui a l'autorité pour exclure quelqu'un. Il faut que ce soit le groupe qui arrive avec une décision. Puis c'est vraiment pas facile parce que souvent, ben, tu as des amours qui traversent l'affaire, tu as des loyautés qui traversent l'affaire, tu as des amitiés qui traversent les relations. Euh, Fait que j'ai été aussi dans une coop d'habitation où est-ce qu'il y avait quelqu'un qui n'avait pas un mode d'habiter très collaboratif à cette époque-là de sa vie, là. Je sais pas où est-ce qu'il y en est aujourd'hui, mais, euh, mais c'est ça. Les gens, même s'il y avait un processus pour arriver à dire, ben, cette personne-là n'a pas l'esprit coopératif pour vivre dans la coopérative d'habitation, euh, on n'a jamais fait le geste, finalement. Il y a des gens qui ont levé la question, mais il n'y avait pas assez de poids collectif pour y arriver. Fait que comme de fait, euh, je pense que c'est pas. Ça arrive rarement. Ça arrive très rarement. C'est pas le boss qui congédie, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Euh, quelles études est-ce que tu as faites? Moi, c'est quand je pensais à te recevoir, puis quand on a fait l'an dernier là, le panel sur les cohabitats dans le cadre du festival de la décroissance, je regardais parler, je te disais comme, wow, t'es vraiment bien articulé sur comme les termes de vivre ensemble, puis tout ça, puis je disais comme, faut que je l'invite là, à ce qu'on se parle de podcast puis de vivre ensemble, puis ça va être le fun, fait que je suis comme vraiment content que tu sois là, puis une partie de ça, j'ai l'impression, moi, que je l'attribue aux études que tu as faites. Puis, fait que, est-ce que tu peux me dire c'est quoi les études que tu as faites? Puis, est-ce qu'il y a un lien avec est-ce que tu fais un lien avec le vivre ensemble? Ben, les études que j'ai faites, c'est la sociologie à l'université. Je suis allé là parce que j'étais intéressé par l'histoire, mais souvent l'histoire, c'est l'histoire des grands personnages qui lead des batailles. Puis l'histoire qui m'intéresse, c'est une histoire populaire, là, des gens qui sont pris dans les tranchées, ou les gens qui traversent l'océan pour venir s'installer ici, ou les gens qui partent avec un sac sur les épaules, puis un canot, puis un partenaire pour aller voir des communautés autochtones, pour ramener des fourrures, puis échanger des choses, ou finalement peut-être s'installer là-bas parce que c'était peut-être plus cool que de vivre dans la vallée du Saint-Laurent, etc. Fait que c'est une histoire qui est très populaire. Fait que de mon intérêt pour l'histoire, j'ai pris une bifurcation vers la sociologie, puis j'ai fait un bac, j'ai fait une maîtrise, j'ai commencé un doctorat, puis j'ai traîné dans les murs de l'université probablement 10 à 12 ans. Fait que je présume que ça a un peu déteint sur moi à un moment donné. Mais c'est ça. J'ai pas fini mon doctorat que je voulais faire sur les éco-villages, mais on va y revenir là, plus tard, j'imagine. Oui, mais on peut y revenir tout de suite aussi. Parce que c'est ça, moi, je me souviens, t'étais venu quand t'as fait le cours EDA ici à la Cité. Ouais, exact, en 2016, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Puis, je t'ai vu dans le jeu à la même adresse de Gabriel Anctil, un année, elle cite je pense une publication que tu as faite, que je n'ai jamais été capable de retrouver d'ailleurs. J'ai vraiment essayé de la chercher parce que je trouvais ça vraiment intéressant. Euh, mais y a-tu des. Tu sais, tu commençais cette thèse-là, puis y a-tu des. Tu sais, je sais que tu as visité la cité écologique, tu devais comme étudier un peu notre fonctionnement. Y a-tu d'autres collectifs que tu as étudiés aussi? Puis quel genre de choses tu étudiais dans les projets de communauté? Mhm. Ben ouais, je me rends compte que j'ai pas complètement
fini la dernière question, là, c'est le lien entre éco-communauté, sociologie. Ben, je pense qu'il y en a un, parce que ce qui m'intéresse, c'est les dynamiques de groupe, là. C'est pas un truc de psychologue où est-ce que tu es dans la tête de chaque personne, mais c'est de voir comment est-ce que les relations sociales se configurent, puis un peu à toutes les échelles, à l'échelle de une éco-communauté jusqu'aux échelles transnationales avec la financiarisation, etc. Là, ça peut aller très, très large, la sociologie. Des fois aussi, c'est des perspectives historiques sur des centaines d'années qui sont déployées. Fait que ça va dans plein de sphères. Puis, de mes collègues, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'intéresse aux écovillages. Un peu ici, un peu là, mais c'est pas comme un grand courant de recherche de la sociologie. J'avais beaucoup de mal à trouver des gens, en fait, au Québec qui travaillaient sur ce sujet-là. Puis, un des défis pendant mes études, c'était seulement d'avoir l'impression d'être un peu tout seul à ramer dans ma barque, ce qui est un peu aussi la conséquence du doctorat, là, tu prends un sujet d'étude assez pointu avec une perspective particulière, puis s'il y a quelque chose d'un peu initiatique, là, où est-ce que tu pars dans le désert, puis quand tu vois de quoi, tu reviens, puis tu racontes aux gens ce qui s'est passé. Euh, Fait que oui, mais il y a quand même un intérêt pour les dynamiques de groupe qui me vient, je pense, d'un peu toujours, puis qui faisait le parallèle entre la sociologie puis les éco-communautés. Ce que j'étudie, je pense que j'en savais pas grand-chose, en fait, des éco-communautés quand je suis arrivé à Amnord d'abord. Il y avait des gens qui disaient, ah oui, t'as pas le droit de porter de jeans là-bas. Fait que là, éventuellement, ben, il y avait des préjugés associés à cette pratique particulière que j'ai bien compris parce que il y a une histoire à Amnord, il y a des gens qui tombaient malades à cause du jeans, puis quand que tes proches tombent malades à cause du jeans, ben tu te dis peut-être qu'on n'a pas besoin de mettre ça sur notre dos, puis que ça nous fait pas grand bien de faire ça. Fait que je l'ai répété après ça autour de moi. Mais non, c'est ça, j'avais pas de direction particulière quand j'allais à Amnord, puis je voulais apprendre autant que possible. Euh, Ça a été probablement mon premier éco-village. J'avais vu aussi le CESA en Gaspésie avant ça, le Centre d'écologie sociale appliquée, qui a eu une effervescence, là. C'était comme un projet anarcho-campagnard de fin des années 2000, début des années 2010. Là, présentement, c'est plus en jachère. Il y a encore quelques petites choses qui se passent sur la montagne, mais c'est plus tranquille. Euh, Est-ce que je connaissais autre chose? J'entendais parler du cohabitat à Québec. Les gens m'en parlaient, mais j'ai jamais mis les pieds au cohabitat à Québec, même si j'ai habité pendant des années. Euh, je sais pas pourquoi. Euh, En tout cas. Euh, Puis après ça, là, j'ai commencé mes études en sociologie sur les écovillages, probablement dans la même foulée que je faisais le cours de DE. Puis l'idée, bon, peu importe. L'idée, c'est de comparer la France, les États-Unis, le Québec, voir est-ce que les cultures d'éco-villages pouvaient être une espèce de microcosme ou une caisse de résonance de la culture plus large de la communauté, comme la communauté québécoise, la communauté française, la communauté américaine. Puis là, est-ce qu'on pouvait tirer des traits ou des contrastes ou des convergences? Est-ce que le Québec, c'est comme une espèce d'hybride entre la culture française et la culture américaine, qui est une espèce de sens commun en sociologie? Fait que ça, c'était comme la grande architecture du projet. Fait que ça prend des idées de grandeur pour accoucher d'une souris. Là, une fois sur deux, c'est ça un doctorat. Mais c'était le projet. Puis c'est ça, j'avais envie de voir la cité écologique, qui a quand même une bonne expérience derrière la cravate à ce niveau-là. 2019-2020, j'ai été me promener en France. Donc là, j'ai été dans une asinerie près de Toulouse, donc un endroit où est-ce qu'il y a des ânes puis d'autres animaux. C'est une espèce de... Ben, c'était une OBNL, ils disent une association là-bas. Puis c'était un peu zoothérapie, l'idée de recevoir des personnes, c'est ça, des personnes avec des défis particuliers pour qu'ils passent du temps avec les animaux, puis que ça puisse les aider. Sinon, après ça, j'ai été dans une ferme dans les Cévennes.
Que là, c'est un petit collectif d'une douzaine de personnes à peu près. Il élevait des chèvres, il faisait des marchés, il faisait un peu de légumes, il faisait de la châtaigne. Donc, il y avait des châtaigniers qui avaient été... les châtaigniers, c'est un peu comme les pommiers, là, quand tu les entretiens pas, ça fait plein de petites pousses aux pieds éventuellement. Puis là, ils arrêtent de produire des châtaignes. Fait que là, faut que tu coupes tout ça, tu les nettoies, que tu les tailles. Puis là, éventuellement, ils se mettent à reproduire. Après ça, j'étais à Longomaille, que vous avez probablement déjà entendu parler, peut-être pas, qui est un réseau de coopératives pan-européen. Il y en a 5 communautés en France. Il y en a, si je ne m'abuse, une en Allemagne, une en Autriche, deux en Suisse peut-être, une en Ukraine. Puis je pense que ça ferait le tour. C'est autour de 200 personnes. Ils sont en revenus partagés, tout le monde ensemble. Euh, Puis c'est particulier, ils sont engagés dans plein de luttes sociales là, autour des, par exemple, les migrants, les migrantes qui traversent la Méditerranée. Il y a un réseau de téléphone où est-ce qu'il y a des gens qui attendent. Tu peux appeler un SOS. Allô, je devais traverser la Méditerranée, j'embarque dans un canot gonflable. Si vous êtes pas loin, venez me chercher. Puis là, il y a des bateaux d'ONG qui peuvent essayer d'aller plus vite que les gardes-côtes ou les bateaux militaires pour aller rescaper les gens, puis les apporter sur la terre ferme. Et ben là, eux, ils faisaient de la vigile comme ça. Il y en a qui étaient sur la protection des forêts, il y en a qui étaient sur la question de la syndicalisation des travailleurs, travailleuses migrantes dans le sud de l'Espagne, puis en Italie, qui travaillent dans les vergers, qui sont sans papier, donc souvent plus prônes à l'exploitation, etc. Fait que c'était un éco-village très politisé. Puis là, je dis éco-village, puis là, ils me tiraient des roches. Là, les autres sont une coopérative. Puis, en tout cas. Euh, et donc, c'est une coopérative très politisée. Et il y a tout un paquet de gens qui leur font des dons. Donc, en Suisse, il y a un paquet de gens qui ils ont un numéro de charité puis ils reçoivent des crédits d'impôt. Les gens qui donnent reçoivent des crédits d'impôt, là. Donc, ça fait, c'est comme à cheval entre faire leur blé avec des sources traditionnelles à paille longue, puis avoir leurs moutons, tisser la laine, puis faire des hoodies qu'après ça, ils vendent dans les marchés de Noël en Suisse, puis la crème de marron de l'autre ferme qui est empotée, puis fait qu'il y a comme beaucoup de choses, là. Ils font du vin aussi, fait que là, ils vendent leur vin parce que c'est du vin de haute qualité, puis après ça, ils reçoivent du vin de moins bonne qualité pour que les gens puissent boire, mais ou est-ce que c'est à volonté, mais il y a une règle tacite comme non écrite, parce que je pense pas qu'il y ait de tant de règles écrites, il y a des procédures écrites, mais il n'y a pas de règles formelles dans la communauté. Puis tu bois pas avant le souper. Il y a comme personne qui boit avant le souper, puis après le souper, ben là, pour le souper, les gens commencent à boire. Puis il y a deux ou trois personnes qui boivent plus que la moyenne, mais ça demeure dans les règles du raisonnable, étant donné que c'est toujours après le souper. Fait que c'est ça, puis il y a toujours, je sais pas si vous avez déjà lu le livre, là, sur les livres qu'on n'a jamais lus, mais qu'on connaît l'histoire, les livres qu'on a déjà lus, mais qu'on se souvient même pas d'avoir lus. Puis, fait que là, il y a les éco-villages qu'on n'a jamais visités, mais qu'en même temps, on connaît plus que d'autres, où est-ce qu'on aurait pu aller passer une fin de semaine ou une semaine, puis que finalement, t'as pas réussi à te connecter avec les gens, je sais pas quoi. Euh, puis là, là-dessus, il y a Michel Lallemand, je pense, qui a travaillé sur, entre autres, les Makerspace, les Fab Labs, mais qui a travaillé aussi sur les éco-villages, puis qui a été passé du temps à Twin Oaks, puis à Acorn. Puis là, il a fait un livre de 500 ou 600 pages, rudement bien écrit, avec une super belle analyse. Donc, des gens qui ont envie de réfléchir le sujet des éco-villages, je leur recommanderais chaleureusement. Il écrit bien sans que ce soit, sans qu'il fasse la théorie juste pour le plaisir de faire de la théorie. Il y a toujours une utilité. Fait que, tu veux dire quelque chose, Martin? Ben oui, bien sûr. J'en comprends que tu as beaucoup d'expérience à l'international et tu disais que tu étais un peu
Ça, dans la traversée du désert à défricher le paysage des éco-villages au Québec. Est-ce que pour tes recherches et pour t'inspirer, est-ce que tu as dû t'inspirer justement des États-Unis, de l'écrit que tu viens de mentionner là, et d'autres écrits peut-être plus européennes, parce que on n'a pas beaucoup d'ouvrages ici au Québec en français. Mhm. Le, le truc particulier, c'est que j'ai pas lu tant que ça sur les écovillages. Là, là, ça, c'en est un. Mais je lisais plus des trucs de théorie sur les sociologies de l'individu. À l'endroit où est-ce que j'étais dans ma thèse, parce qu'il y a tout le volet de construire une architecture théorique qui va te permettre après ça d'aborder ton objet d'étude. Puis, euh, 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 fait que c'est ça. Fait que là, dans le processus de la thèse, il y a des cours. Une fois que tu as fait les cours, là, tu fais un examen de synthèse qui est une traversée du désert en tant que telle. Ça dépend. Il y a deux écoles, là. Il y a l'école, tu as 20 000 pages à lire, on te donne 6 mois pour le lire. Fait qu'il faut que tu apprennes à lire en diagonale. Puis là, on presse le citron, on presse le citron, on presse le citron jusqu'à ce qu'il reste une roche à la fin, tellement qu'on l'a pressé. Puis là, tu as un examen, je sais pas, une question, il faut que tu répondes en 8 pages. Tu t'assois à 9 heures le matin, puis tu te relèves à 4 heures l'après-midi. Puis là, le lendemain, une autre question. Puis même affaire, mais quand que tu as les 20 000 pages, tu sais pas. Fait que ça, c'est une formule. Puis l'autre formule, c'est le truc initiatique, là. Où est-ce qu'on te donne deux questions, puis on te dit, envoie-nous une bibliographie quand tu as trouvé des choses associées à ça. Puis là, on te suggère quelques textes, puis après ça, on te dit, bon, ben, vas-y, puis quand tu as compris quelque chose, reviens nous voir. Puis moi, j'étais plus dans ce paradigme-là à cause du département dans lequel j'étais, mais je pense que les deux ont leur pour puis leur contre. Ce qui fait que j'étais vraiment dans la théorie. J'ai pas lu tant que ça de littérature sur les écovillages. J'en ai quelques-uns dans ma bibliothèque, là, West of Eden, qui j'ai vu plusieurs fois, fait que j'imagine assez connu, mais ouais. OK. Très intéressant, merci. Merci. Euh, Tu as, je crois, parti un projet collectif. Je ne sais pas si tu habites en ce moment à ce projet-là. Est-ce que tu veux nous en parler un tout petit peu? Est-ce qu'il y a un nom? Combien de personnes qui vivent dedans? Euh, son nom se veut être un peu obscur, fait que appelons-le le 746 parce que présentement, c'est comme ça qu'il est rendu comme nom. C'est Euh, l'adresse, j'imagine? c'est l'Everest, ça serait Non, pas pire. l'adresse. C'est-tu au L'adresse, 746? Peut-être pas. quand vous passerez, vous regarderez, c'est tout le mystère de l'affaire. Parfait. Euh, puis, hum. Fait que oui, c'est ça. J'habite là. Je vais payer un loyer là jusqu'au 1er septembre parce que je suis en train de partir. Ça fait 5 ans que j'habite là. Il y a eu différentes phases. Il y a, dont une partie là est un peu connue parce que j'ai écrit dessus, puis on va y revenir tout à l'heure là, sur le texte en question. Mais grosso modo, pour moi, il y a eu la phase de la COVID, où est-ce que le Québec a dit fermer, fait que là, tout le monde était au 746. Et ça faisait en sorte que, on était 20, 25 personnes en permanence, euh, des fois 30 ou 35, dans deux maisons, une ancienne maison avec à peu près 8 chambres à coucher, une autre plus petite maison, 4 chambres à coucher. Dans beaucoup de chambres, il y a il y a 2 lits par chambre, il y en a une qui en a trois. Puis ça, c'est possible comme niveau de promiscuité à cause que les gens habitent pas là. Pendant le temps de la COVID, il y avait beaucoup de gens qui étaient sur place, mais la plupart des gens ont des appartements à Montréal, parfois à Québec. Puis c'est plus une espèce d'espace d'expérimentation collective. euh, où est-ce qu'il y a de l'agriculture qui se fait. À un moment donné, il y avait des paniers bio, une soixantaine de paniers bio qui se faisaient.
Là, les gens, ils se passent plus sur une optique marché, épicerie. Les gens qui faisaient de l'agriculture pour être un peu moins pris dans la séquence de à toutes les semaines faire de quoi, parce qu'il y a évidemment des rénovations à faire sur les bâtiments. Là, on a acheté des bâtiments assez âgés pour pas trop cher, mais qui demandent beaucoup d'amour. Fait que là, on va mettre un peu plus d'énergie là-dessus. Présentement, il y a autour d'une 13, 14 personnes dans le projet. Puis on est deux personnes à vivre sur place avec là, c'est ça, moi qui va partir. Justement parce que là, on est dans la phase post-COVID où est-ce que il y a deux personnes qui sont sur place, puis la plupart des gens, ben là, ils viennent une fois par mois, une fois ou 2 semaines. Des fois, l'hiver passé, je pense qu'il y avait eu 2 mois sans que personne passe dans la grande maison. Puis là, c'est ça, je cherchais entre autres là, un peu plus de vie collective. Et ben oui. Puis avoir aussi la même proximité ou la même distance des gens. Des fois, c'est ça, c'est un espace pour avoir des rencontres politiques, discuter de c'est ça, quel monde on a envie de créer, quoi d'autre. Fait que c'est ça, c'est un espace qui est très. C'est la première fois que je rencontrais un espace comme ça, avec comme un collectif qui peut rester assez stable sur maintenant plus de 5 ans. Là, on arrive à 6 ans, en fait, cet été. Et, mais que les gens n'habitent pas sur place. Puis là, ben, ça pose des questions différentes parce que, ben, comme on en parlait dans le texte, là, que, que j'arrête pas de vendre la mèche, puis, mais que personne ne peut voir, là. Euh, le- Quand il y a 250 kilomètres qui séparent les gens, ben, tu peux pas être dans une logique d'éco-village où est-ce qu'on se rencontre à toutes les semaines ou à tous les mois pour prendre des décisions ensemble. Puis quand tu as 25 personnes qui ont chacun leur agenda, ben là, ça aussi, c'est comme créer de la cohérence là-dedans, c'est pas nécessairement simple. Ouais. Mais parlons-en du texte, là, parce on est rendu là. Là. Tu as écrit un texte dans une petite revue qui s'appelle Les interstices du capitalisme, là, si je ne Mhm, m'abuse. Puis là, tu parles vraiment de toute cette démarche-là, puis de de tout ce qui s'est passé durant la COVID aussi. Euh, Moi, j'ai lu ton texte, Martin a lu ton texte. Je vais le mettre dans la description là, pour s'il y a des gens qui veulent acheter la petite revue. C'est un livre, là. C'est un livre épais de même, puis ça coûte une vingtaine de dollars. Là. Moi, je l'ai acheté, puis euh, moi, je l'ai trouvé très intéressant, là. Puis je l'ai relu là, récemment avant pour me remettre dedans, puis tout ça. Puis ça me faisait vraiment. Tu sais, ici, la COVID, ça a été vraiment compliqué, là. On a. mhm, Tu sais, c'est comme l'opposé de vivre ensemble, c'était la COVID, là, puis on n'était pas tous à la même adresse. Fait que là, ça mhm, posait vraiment des questions par rapport à qu'est-ce que les lois étaient, là, mhm, à cette époque-là. Mais d'ailleurs que j'ai comme quasiment zappé de ma mémoire, là. Des fois, j'ai de la misère à croire que c'est arrivé, là. Des fois, je fais comme, mhm, non, c'est pas arrivé. mhm. Fait que, mais moi, j'ai Ah, vraiment une mauvaise mémoire. pour moi, c'est à se demander s'il n'y a pas un trauma collectif aussi, là. Hmm. À quel point, à la fois, je pense qu'il y a des gens qui en font une fixation obsessionnelle, là. Tu sais, des gens qui étaient dans une opposition à toute mesure sanitaire. Puis là, ben, il y a des gens qui sont quand même vulnérables puis qui peuvent souffrir beaucoup plus sévèrement là, des conséquences de la COVID. Fait que je pense pas que c'était banal. Il y a tout le mouvement anti-vax. Fait que c'est ça, il y a des gens qui en font une fixation. Mais après ça, je pense qu'il y a aussi une amnésie collective très, très grande autour de la COVID. Nous, on a eu la chance d'avoir quand même un niveau d'aisance à peu près équivalent pour tout le monde. Il y a une personne qui questionnait le vaccin, mais on avait un voisin qui était immunosupprimé, puis avec lequel on passait beaucoup de temps. Fait que là, on lui a dit c'est non négociable, tu t'en vas te faire vacciner. Fait qu'il y a eu une autorité collective qui a été exercée sur un individu particulier qui a plié puis qui a été se faire vacciner malgré ses réticences. Euh, mais oui, oui, oui.
Non, non, aucunement publiquement je parlais pour ou contre le vaccin. C'était comme... C'était Je là, fais c'était une ligne de clivage. ouais, c'était vraiment quelque Ouais, chose. C'est ouais. très, très polarisant. Fait que là, t'écris ce texte-là euh, de, de, de votre expérience largement liée à la COVID. Penses-tu que l'expérience, ça se serait passée comme ça s'il n'y avait pas eu de COVID? Je pense que ça aurait été différent. Hmm. Je pense qu'il y aurait eu moins de gens dans le projet simultanément. Puis je pense que la surcharge des espaces a été un des éléments qui a créé des tensions dans le projet. Puis l'arrivée des gens au printemps, il y avait tout, tu sais, vous souvenez ou pas, là, euh, je sais pas, le 13-14 mars, les gens ils reviennent de leur relâche, puis là, on ferme le Québec, mais là, ils ont ramené la COVID dans les bagages, fait que les personnes riches commencent à transmettre les personnes assez bien nanties pour partir en voyage, ils commencent à transmettre la COVID. Pendant ce temps-là, les personnes itinérantes se font juger dans la rue dès qu'ils ont une grippe, alors qu'eux autres n'ont pas été à l'étranger et n'ont pas la COVID. Ça va prendre un an avant que les personnes itinérantes se ramassent avec la COVID. Puis il y avait les zones vertes, les zones jaunes, puis les zones rouges, avec l'île de Montréal qui était en rouge, le jaune Québec. Puis il y avait des barrages pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y avait des barrages, c'est comme si c'était hier, là, dans ma tête. Barrage à Saint-Roch-des-Aulnay aussi, là, pour aller dans le Kamouraska. Puis si tu n'habitais pas là, tu pouvais pas traverser le barrage policier. Et fait que c'est ça. Puis là, il y avait la hantise que Montréal soit confiné de façon très, très sévère, là, que les ponts soient fermés puis que les gens aient plus le droit de sortir de l'île de Montréal. Fait que là, dans cette hantise-là, il y a la moitié du groupe qui est parti dans dans le projet collectif à la campagne, puis l'autre moitié est restée en ville pour différentes raisons. Il y avait un espèce de mouvement de grève des loyers qui se mettait en place parce que les propriétaires pouvaient demander un report de leur paiement d'hypothèque. Puis il y avait j'imagine, des gens qui étaient au travail aussi encore. Fait que c'est pas possible pour tout le monde de partir. D'ailleurs, dans le village, le monde a capoté de voir arriver 18 personnes dans une maison. Puis les policiers sont venus, ils ont dit OK, mais vous n'avez pas le droit d'aller à Montréal, puis pas une personne de plus. Fait que ça a été un peu ça l'écho. Puis, mais là, ça faisait que il y avait des gens qui étaient prêts à venir à un moment donné, comme 2 semaines plus tard ou 3 semaines plus tard. Puis là, il y avait toute cette tension-là de si tu viens avec ton chien, il n'y a pas de chien dans la maison présentement, ben, tous les voisins vont voir qu'il y a des chiens qui commencent à se promener à l'extérieur. Ils savent bien qu'il n'y en avait pas la semaine d'avant. Fait qu'il y a la question de la visibilité. Le village était quand même très inquiet. Il y a un écriteau qui a été écrit, qui a été comme dessiné sur le bord de la maison pour dire on fait attention, on va faire nos courses à Trois-Rivières ou plus loin pour s'assurer de ne pas contaminer le petit village, etc. Donc, euh, donc c'est ça. Il y avait comme des tensions qui sont émergées de la COVID. Après ça, je pense que le cœur de l'affaire était pas là. Dans le sens où est-ce que quand tout à l'heure on parlait de confiance, on parlait d'ego sur les espaces de collaboration. Ben, je pense que les manques de confiance, des luttes d'ego étaient comme un peu larvés, puis là, ben, ça s'est construit dans l'été, puis sur les années suivantes, puis ça l'a mené là, vraiment à une tension à l'intérieur de deux groupes qui étaient pas deux groupes affichés au départ, là, mais c'est comme deux, trois, quatre personnes, puis là, tu polarises, puis là, ça agglomère, puis éventuellement, ça l'a créé. C'est ça, le grand schisme, comme je pourrais Mhm. dire, là. Ouais. Dans ce texte-là, interstice, tu poses une question. euh, j'ai une question pour toi qui est en deux temps. La question que tu poses, c'est comment participer au faussoiement du capitalisme de notre époque? Mhm. Faussoiement, c'est l'action de creuser des fosses. Alors, peut-être ici que je fais des suppositions, mais pourquoi as-tu le goût de créer des fosses dans le modèle capitaliste actuel?
Ben, pour moi, le fossoiement, c'est le fossoyeur, c'est la personne qui crée la fosse, mais pour enterrer le cadavre. Fait que là, l'idée, c'est d'enterrer le cadavre du capitalisme, essayer de réussir à se débarrasser de cette affaire-là qui réduit tout à une valeur monétaire, là. À la limite, il faudrait quasiment payer nos parents pour nous avoir mis au monde, comme si on pousse à l'extrême le truc. Mais oui, oui. Ben, pour moi, l'avidité ou la cupidité, on est la première société humaine où est-ce que la cupidité, l'idée de faire plus d'argent, que le but dans la vie soit de faire plus d'argent, on est la première société humaine dans toute l'histoire de l'humanité, c'est ça l'objectif premier. Puis après ça, les gens vont te parler du bonheur, du bien-être personnel, etc. Mais le fonctionnement du capitalisme, son esprit, c'est de créer plus d'argent que ce qu'on en avait au départ. Puis ça, c'est une nouveauté historique qui est en train de détruire la planète. Donc, pour moi, oui, il y a des gens qui pensent que le virus de l'époque, c'est l'humanité. Pour moi, c'est le capitalisme. Mhm. Et ce, sans limite donnée, là. Moi, j'appelle ça du capitalisme sauvage. Parce que du vrai Mhm. capitalisme, selon moi, c'est que tu fais attention à tes ressources parce que tu veux que ça soit périn dans le temps, que tu puisses utiliser tes ressources de façon durable. Mais là, c'est sauvage, là. On prend tout ce qu'on peut, on l'exploite au maximum pour faire plus d'argent ici, maintenant, actuellement, pour bénéficier nos actionnaires dans l'année présente, pour augmenter notre cote en bourse, puis sans aucune limite ou ouais. Ouais, ben, ça me fait penser à deux choses. Il y a un sociologue, Max Weber, qui a écrit sur l'éthique protestante puis l'esprit du capitalisme. Donc, pour lui, dans le protestantisme, il y avait des choses qui ont permis après ça l'émergence du capitalisme. Je m'étalerai pas là-dessus, mais il y a deux exemples qui donnent qui sont vraiment drôles dans son. En fait, il y a un exemple qui donne qui est vraiment drôle dans son livre, où est-ce qu'il dit, je sais pas, c'est en Pologne ou peut-être dans une campagne allemande en quelque part. Mais tu as des paysans, peut-être en 1800, je sais pas, 1820, quelque chose. Puis tu veux qu'ils travaillent plus, tu sais, parce que là, c'est tes récoltes, il y a comme une petite fenêtre de beau temps, fait que là, tu as envie que les gens ils soient prêts à être là 12 heures, 15 heures, 18 heures par jour. Tu doubles leur salaire. Ben, les gens travaillent deux fois moins. Parce que au bout de 3 heures, au lieu de 6 heures, ils ont assez d'argent pour pouvoir vivre leur semaine, pour pouvoir faire leur projet. Fait que on n'était pas dans le capitalisme. Il a fallu apprendre cette idée-là que ben, maintenant que mon temps il vaut le double de l'argent, ben, il faut que j'en mette un maximum. Puis là, c'est là où est-ce que si on revient au Moyen Âge, je pense que les gens faisaient attention à ce qu'il y avait. Ils entretenaient le baril, ils entretenaient le collier pour le bœuf, pour pouvoir faire les labours, etc. Ils entretenaient la charrue. Fait que la saine gestion des ressources, l'entretien de ce qu'on a, le soin de la nature autour de nous, j'appellerais pas ça du capitalisme parce que j'ai l'impression que c'est plus vieux que le capitalisme lui-même. Ce serait mon 2 secondes sociologique sur la question du capitalisme, le capitalisme sauvage. J'ai l'impression que, ouais. OK, intéressant. Wow, j'adore ça. Tu vas un peu partout, t'es plein. J'adore, j'adore. Puis la deuxième partie de ma question, ben, j'ai envie de te reposer ta propre question. Comment participer au fonctionnement du capitalisme de notre époque et comment ça peut s'appliquer peut-être dans une optique de vie en communauté ou de découvillage? Dernièrement, j'arrive avec comme cinq grandes directions pour le faussoiement du capitalisme. Fait que je sais pas, puis à un moment donné, j'en ai pensé une sixième, mais là, elle me vient pas en tête à l'instant. On verra même si je suis capable de me rendre aux cinq. Mais ben, pour moi, la vie en éco-communauté ou les projets de collaboration territoriale, comme je parlais tout à l'heure, fait que toute la question du vivre ensemble, de apprendre à travailler, à traverser des défis, des épreuves, des désaccords aussi. Dans nos collectifs, dans nos communautés, de vivre avec des déceptions. Des fois, on va parler, on va finir par se comprendre, puis on va comprendre qu'on n'est pas d'accord, puis il y a quelqu'un qui va prendre une décision qui va aller à l'encontre de ce que d'autres personnes voulaient. Puis là, que ce soit la majorité, que ce soit l'élu, que ce soit un chef d'entreprise, ou que ce soit
je sais pas trop qui d'autre. Ça, tu sais, ça aussi, c'est comme une réflexion sur ces défis-là du vivre ensemble qui se posent. Fait que pour moi, ça, c'est un des trucs qu'il faut qu'on développe plus. Dans un côté, dans une époque où est-ce que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de solitude, on parle beaucoup euh, de troubles de santé mentale qui sont liés à ça, de surmenage, de dépression, euh, la question de la communauté, puis la capacité de travailler ensemble est comme super importante. Fait que ça, c'en est une. J'ai l'impression qu'il y a des décisions gouvernementales qui ont des effets structurants. Tu sais, présentement, on voit aux États-Unis qu'est-ce que les républicains sont en train de faire. Fait que tu peux saccager beaucoup de choses avec des décisions gouvernementales, mais tu peux aussi te donner des leviers, des puissances collectives. Tu peux interdire le pétrole sur Anticosti. Tu peux faire différentes politiques qui améliorent la vie des gens ou la santé de la planète, parfois les deux en même temps. Donc ça, ce serait un autre pilier, j'ai l'impression. Euh, ensuite, il y a la question, à mon sens, puis là, ben, vous verrez jusqu'à quel point vous êtes à l'aise avec ça, mais les questions de brèche ou d'interruption du quotidien. Puis là, je pense à George Floyd, je pense aux Gilets jaunes, je pense des moments d'éruption populaire qui réussissent à suspendre le fonctionnement normal des choses, puis qui pourraient donner une direction différente à l'avenir de l'histoire. Fait que j'ai l'impression que dans ces moments très chargés-là, il y a des potentiels qui se révèlent, qui ne sont pas nécessairement présents dans le restant du quotidien ou de la vie. Ça fait que ça, ce serait un troisième. Un quatrième que je dirais, c'est la question de l'expropriation. Fait que confisquer au capitalisme des entreprises, des terres, des espaces pour se les réapproprier collectivement. Parce que je pense pas qu'on va être capable d'acheter le capitalisme aux capitalistes sans... tu veux ce que je leur dise, Martin? Acheter le capitalisme aux capitalistes. Sans exploiter à notre tour des gens, comme ça a été fait. Tu sais, le capitalisme est bâti sur l'esclavage, sur les gens qui vivent dans le tiers-monde avec des salaires beaucoup, beaucoup plus inférieurs, mais aussi une qualité de vie inférieure à la nôtre, puis duquel on bénéficie avec le libre-échange. Donc, il y a comme tous ces éléments-là qui sont présents. Puis là, ben, si on ne passe pas par ça, ben, on ne pourra pas racheter le capitalisme. Donc, à un année, il va falloir le confisquer. Puis parce que j'imagine que dans une société post-capitaliste, ça va encore prendre de l'acier, ça va encore prendre peut-être du ciment, ou peut-être on va faire sans ciment parce que c'est quand même, c'est pas Jojo le ciment, mais enfin, bref, il y a des trucs comme ça. Fait que là, on a parlé des lois, on a parlé des interstices, les espaces de collaboration, on a parlé de l'émeute, on a parlé de l'expropriation, puis j'ai l'impression qu'il y a toute la question intérieure. Donc, cheminement, croissance personnelle, la question de l'ego, traverser ou gérer nos traumas qui peuvent être survenus. Donc, ça, j'ai l'impression aussi que c'est une clé euh, du faussoiement du capitalisme. Puis j'ai l'impression qu'on peut travailler juste sur une, sur deux, sur trois, selon notre niveau de confort. Si on condamne les autres qui travaillent sur les autres, par contre, ça va être plus dur de passer à travers. C'est mon impression personnelle sur la question. Wow. OK. OK. Ne pas condamner le travail des autres. On a tous notre rôle à jouer, on a toutes nos lunettes par lesquelles on voit la vie puis les choses. Puis on décide de mener notre combat individuellement et collectivement de la façon qu'on désire le voir et le faire. Très Oui. intéressant. J'adore. Euh, Si je continue un tout petit peu, j'aimerais ça lire un court passage de Interstice pour approcher un autre petit sujet qu'on va aborder dans le podcast. Alors, ici, tu parles de la prise de décision. Fait que ça fait un lien un peu avec ce qu'on dit, là. Euh, Ça va comme ça. Tu parles un peu de Vivre autrement de Diana Leaf et tu dis. Les décisions doivent alors être approuvées par l'ensemble des personnes d'un collectif. Normalement,
bloquer une décision collective ne doit se faire seulement si c'est pour le bien du collectif. Mais ça implique aussi que n'importe qui peut s'opposer n'importe quand à une décision collective. Donc, si la mauvaise foi s'installe ou la confiance s'effrite, il arrive que tout devient paralysé par des cycles de blocage compulsif. Euh, alors, quels sont les types de tensions individuelles et collectives que tu as vues dans les communautés intentionnelles ou dans ton collectif à toi que tu as vécu? Ouais, ouais, ça, c'est un passage qui vient Ben, que Diana a changé son fusil d'épaule, là, entre la première version de Vivre autrement puis la deuxième. Elle était dans une décision par consensus où est-ce que tout le monde devait être d'accord, puis elle vivait du blocage. Puis là, après ça, ils sont tombés par consentement avec, j'imagine, un ratio de 2 tiers des gens qui doivent être d'accord avec une décision. Ou des fois, c'est 85% des gens qui doivent être d'accord, mais s'il n'y a pas ça, ben là, les gens qui sont en désaccord essaient de trouver une solution autre, puis s'ils ne trouvent pas, ben à ce moment-là, le deuxième vote est à 66%, où il y a plein de formules, là. Ouais, Euh, parce que euh, consensus à 100%, là, c'est pas évident, là. C'est vraiment, vraiment pas évident. Puis Hugo, tu peux mhm, rebondir là-dessus? Ouais, c'est en théorie, consensus, tout le monde dit oui. Consentement, personne dit non. Puis là, mhm. elle s'est vraiment comme plus aller sur la sociocratie. Puis ce que tu fais comme, c'est pas que tu demandes es-tu d'accord avec ça. C'est comme est-ce que tu as une opposition. Puis là, OK, s'il y a une opposition, mais là, si c'est genre une préférence personnelle, mais c'est comme, non, là, il faut que l'opposition soit en lien vraiment avec les valeurs du collectif. Puis là, c'est une autre position, mais c'est à tout le monde de travailler pour essayer de modifier la proposition pour que lever l'opposition, là, c'est ça. Mais consensus, Mhm. c'est comme tout le monde dit, genre, oui, c'est ça ma préférence à 100%, mais consentement, c'est genre, OK, non, je suis capable de vivre avec, même si perso, j'aurais pas fait de même, ça. Ouais. Ceci dit, pour nous, personnellement, on n'était pas sur un mode de décision en consensus, on n'est même pas sur un mode de décision en consentement. Il n'y a pas de mode de décision choisi en tant que tel. Ça vote beaucoup avec les pieds, puis à l'envie. Donc, à l'envie, c'est si tu as envie de faire de quoi, t'en parles autour de toi. Puis si tu réussis à regrouper assez de gens, ben ça fait que là, le projet peut avancer. Des fois, tu peux être racoleur puis présenter comme des détails du projet. Puis là, ben, finalement, tu peux te ramasser aussi avec le gros sur les épaules parce que tu n'as pas vraiment expliqué aux gens quelles attentes tu avais de leurs engagements. Puis là, ben, finalement, tu te rends compte que tout le monde était prêt à t'aider un petit peu, mais il n'était pas prêt à t'aider pendant 3 mois ou 4 mois sur le projet, à toutes les semaines en tant que tel. Des fois, il n'y a juste pas assez de gens qui ont envie de se motiver, fait que là, le projet ne lève pas. Fait que c'est un drôle de mode de. C'est très au feeling. Si une personne a beaucoup d'énergie, euh, ben, elle peut avancer beaucoup par elle-même. Si elle dépend des autres, ben, il faut qu'elle soit capable de faire le travail de regrouper les gens pour y arriver. Euh, Fait que, ouais, ça, c'est notre mode décisionnel qui est un peu, qui n'empêche pas qu'il puisse avoir des rapports de pouvoir. Les gens qui ont plus de charisme ou qui sont plus au centre des relations peuvent ramener plus facilement des gens autour. Donc, c'est pas, j'en ferai pas l'apologie comme une perfection, mais c'est pas aussi, je pense pour un collectif où est-ce que les gens sont partis, les gens sont présents, ils vivent un peu éclatés dans leur mode de vie, éclatés dans leurs priorités, éclatés sur le territoire. C'est un bon mode de décision pour garder une certaine organicité parce que j'ai l'impression que la décision par consentement, il faut que tout le monde soit assis ensemble. Puis après ça, ben, tu sais, Gabrielle Anctil, là, qu'on parlait tout à l'heure dans la cafétéria, ben, elle a dit si tu peux revenir en arrière, ben, tu n'as pas besoin de vraiment demander aux gens, puis tu fais juste le faire, puis au pire, allez, on peut retourner par en arrière. Si tu ne peux pas vraiment revenir en arrière, ben, on a une conversation collective où est-ce que tu peux déposer les affaires, puis là, ben, quand il y a des oppositions, on prend le temps.
Puis quand il n'y a pas d'opposition, ben, on avance. Fait que c'est ça. Apparemment que, tu sais, moi, je suis arrivé en 2020. Les gens, ils ont commencé en 2019. Puis, mine de rien, ça. Puis, je sais pas, vous autres, là, quand vous sortez de la communauté, puis vous allez dans d'autres espaces, à quel point la manière que les gens se parlent, la manière que les gens prennent des décisions, il y a comme, en tout cas pour moi, il y a quelque chose d'assez différent. Où est-ce que c'est comme les gens, ils se mêlent beaucoup plus des affaires des autres. J'ai l'impression que, en tout cas, nous autres, il y a comme un peu plus de confiance, un peu plus de est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir une opinion là-dessus? Puis si la réponse est non, j'ai pas vraiment besoin d'avoir une opinion là-dessus, ben peut-être que c'est pas important que j'en aie une, Mhm. puis que tu sais, ça puisse se faire. Puis probablement que si là, Olive puis une autre personne décide de prendre des- de choisir des couleurs, ben ça va être cute là. J'ai pas besoin d'avoir une opinion sur la couleur de la nouvelle salle de bain non plus. Ou en tout cas, il y a ça, c'est quelque chose. Mais sinon, nous autres, notre défi, c'est quand ça s'est dégradé là, entre les deux groupes, ben là, même avec ben, ça aurait pu être que par consensus, ça n'aurait pas du tout marché parce qu'il y aurait eu de l'obstruction perpétuelle. Par consentement non plus, je pense que la mauvaise foi aurait fait en sorte, puis là, c'est comme, ça te prend une animation où est-ce que la personne est capable de dire, moi, je suis là pour le bien du groupe, puis il faut que tout le monde reconnaisse que la personne à l'animation est là pour le bien du groupe, parce que ça va être elle qui va décider si une opposition est valable, est recevable ou est pas recevable. Puis là, je pense que les gens étaient rendus tellement campés qu'il n'y avait plus une perspective de penser au bien du collectif. Tout le monde pensait à son bien de groupe ou individuel. Fait que là, c'était plus le. Puis c'est vraiment. Quand tu es rendu là, en tout cas, ça va plus, là. Fait que là, c'était plus le geste de force, là, décider que telle fin de semaine, on va y aller à 8. Fait que là, l'autre groupe venait pas à la maison ou Fait que là, c'est la décision par rapport de force, puis ça, c'est à proscrire. Mhm. Ouais. Mais tu sais, ça te prend quelqu'un qui facilite. Puis quelqu'un qui est capable de faciliter, puis qui est capable de travailler dans d'autres langages que le rationnel. Tu sais, tantôt on parlait de c'est quoi la différence entre ce que moi j'appelle une culture de compétition versus une culture de collaboration, là. Je reprends les termes de ce que Laird Sharpe disait aux États-Unis. Puis c'est que, dans un meeting de business normal, tu t'attends à ce que les gens mettent de côté leurs émotions et qu'on va travailler uniquement dans le rationnel. Puis s'il y a quelqu'un qui devient émotionnel, ben c'est pas bien vu et c'est pas accepté et tout ça. Mais la différence quand tu as des groupes de vie collaborative puis qui prennent des décisions ensemble, c'est que mais là, non seulement ça fait partie de la game, puis il faut que tu apprennes à l'encadrer, mais euh, c'est même important d'aller chercher l'information qu'il y a derrière ça. Parce qu'il y a des gens qui sont plus intelligents émotionnellement. Il y a des gens qui sont plus intelligents avec leur instinct. Puis là, c'est ça, on sort des sentiers battus de juste la rationalité, puis on veut aller chercher cette information-là. Fait qu'il faut que tu aies quelqu'un qui est comme capable de faire ça, là. Mais à un certain point dans le conflit, t'es plus capable de le résoudre. Mais des fois, quand il y a quelqu'un qui s'exprime de façon très émotionnelle là-dessus, t'es capable de lui refléter, d'essayer d'aller le rejoindre dans son point de vue, de la faire d'escalader, puis de voir pourquoi c'est important pour toi ça, puis qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Puis souvent, il y a de l'information comme pertinente pour la décision collective, là. Ben oui. Oui, puis des fois, juste reconnaître l'émotion, là, Ça fait une c'est, grosse. ben oui. On a une voisine qui est obsédée par son gazon. Ouais. Puis là, elle vient couper sa headset. Elle a une headset aussi de 12 pieds d'eau. Puis elle vient le couper, mais en passant sur notre terrain. Puis là, elle nous demande après ça de couper nos plates-bandes parce que il pourrait toucher avec sa headset. Puis là, il y a comme beaucoup de choses. Puis là, ben, notre poteau de corde à linge, il est comme un pied sur son terrain. Quand il a été planté là, il y a 30 ans, ou 40 ans, ou 70 ans,
c'est là qu'il est, tu sais. Puis là, elle veut qu'on enlève notre poteau de corde à linge. Puis là, moi, je suis en train de disjoncter en disant comme, où est-ce qu'elle est la réciprocité dans le truc, tu sais? Puis quelqu'un arrive et il dit, t'es vraiment en colère, hein? Puis là, ça m'a redescendu parce que comme, ça reconnaissait là, que je sentais qu'il y avait quelque chose où est-ce que T'es j'étais floué. t'es vraiment en colère, hein, parce que quand la voisine, elle t'a dit d'enlever le poteau, pour toi, c'était comme trop, là. Elle a fait n'importe quoi, puis toi, t'essaies de bien faire les choses, puis là, elle a continué d'empiéter, t'empiéter, puis tout ça. Pourquoi c'est important Le, pour toi? le poteau. Ben, je Non? trouve ça un peu ridicule. Le poteau est de ce côté-ci de la headset, de notre bar, parce que sa headset est sur la ligne de terrain un bout, puis après ça, elle dépasse la ligne de terrain, puis elle est un mètre plus loin. Fait que le poteau était même pas de son côté, mais Mais tu trouves qu'elle abuse, là. C'est de l'abus, là. il y a- en tout cas, il y a la question du bon voisinage, puis de qu'est-ce que tu donnes, qu'est-ce que tu reçois en échange, puis qu'est-ce que tu te permets. Euh, Mais j'ai pas l'impression qu'elle essaie d'avoir une relation réciproque, qu'elle veut en donner autant qu'elle en reçoit. Fait qu'il y a peut-être une question d'équité, une valeur d'équité là, qui est très importante, puis qui se sent pas respectée là-dedans. Comme tu disais tantôt, est-ce que j'ai besoin de donner mon point de vue sur ce sujet-là? Totalement pas, mais je vais le faire pareil. Vous, vous devriez engager, vu que c'est elle qui a un plus gros conflit avec ça, à ses frais, engager un arpenteur afin qu'il vienne vraiment vérifier le cadastre pour voir si c'est vraiment un pied sur son terrain ou pas. Puis jusqu'à où qu'on va dans le bon voisinage, dans je veux tout contrôler et Mhm. donner son opinion totalement pas sollicitée à n'importe qui. Mais je te dirais qu'à voir, on voit bien, là. Euh, c'est à voir, on voit bien. Puis des fois, tu te dis à voir, on voit bien qu'on voit rien. Euh, mais c'est ça. Les bornes du terrain sont éloquentes, là. C'est pas. Il y a pas de. Y a pas, le débat est pas sur est-ce que c'est chez eux ou est-ce que c'est chez nous. Puis c'est pas tant ça la carte que. Tu sais, c'est quoi le lien qu'on veut entretenir? Est-ce qu'on va entretenir un lien justement ou est-ce que à travers cette ligne-là imaginaire qu'on a tracée sur une carte, ben, il n'y a plus rien qui te concerne, puis moi, de l'autre bord, il n'y a plus rien qui me concerne? Ou est-ce qu'il y a une interpénétration, puis il y a une espèce de fluidité, puis une circulation entre ces espaces-là, ne serait-ce que par l'ensemble du vivant? Puis est-ce qu'on peut vivre un peu plus de fluidité, puis de relation dans ces liens-là? Puis est-ce qu'on peut... c'est ça. Pourquoi est-ce que ça te fatigue? Puis là, ben, apparemment que c'est un truc de valeur de la propriété, mais là, en tout cas, Mais, c'est... mais moi, tu vois, moi j'aurais tendance à. J'enlèverais le poteau, puis je demanderais, y a-t-il d'autres choses qu'on peut améliorer? Ah, intéressant. Intéressant. Euh, Elle a abattu le poteau là, comme un vulgaire arbre. ok. Puis le houblon maintenant rampe dans le parterre parce qu'il n'y a plus d'endroit pour grimper. Yes. Hey, il y a de quoi qu'on a effleuré un peu, mais que je voulais vraiment t'interpeller parce que c'est vraiment de quoi que je me pose en question. Puis, est-ce que j'ai rêvé ou dans tes thèses, puis dans tes études, tu parlais de tension individu versus le collectif? Ouais. Puis, qu'est-ce que tu vois qu'il y a de tension individu-collectif de différent dans les communautés intentionnelles versus genre la société normale? Mhm. Une excellente question, puis ça fait un bon pont avec la voisine, je pense. Euh, Tu sais, on est dans une société individualisée. Puis là, je parle pas de l'individualisme au sens de l'égoïsme, comme on l'utilise souvent, c'est-à-dire que là, les gens, ils se parlent plus, puis ils se regardent plus, puis ça, c'est comme un certain discours qu'on entend. Il y a une partie de vrai, puis une partie de phobie, là. C'est comme un peu comme quand on chiale sur les jeunes, là, qui sont plus comme dans le temps, puis que tu peux lire des gens à l'époque de Socrate, là, en moins 400 avant Jésus-Christ, ou peut-être un peu avant qui disait exactement la même chose sur la nouvelle génération qui était dans la décadence. Euh,
Mais quand que je parle d'individualisation, c'est vraiment dans la société contemporaine, dans les 200 dernières années, il y a eu beaucoup de choses qui ont individualisé. L'arrivée du travail salarié, ça individualise beaucoup parce que tu n'as plus besoin de te reposer sur ton réseau de parenté. Maintenant, tu as un salaire, puis ce salaire-là te permet d'avoir ton appartement ou ta maison, te permet d'avoir ta voiture, etc. Donc, c'est très individualisant d'avoir un salaire. Euh, Ensuite, toute la question du droit de vote. Donc, on te donne à toi un droit de vote puis un droit de choisir sur qui est-ce qui doit te représenter, ce qui est très différent d'une époque où est-ce que c'était Dieu qui avait donné le roi, puis le roi, lui, il régnait sur les sujets. Donc, on change complètement de logique à ce moment-là, puis soudainement, c'est plus à Dieu de choisir, mais c'est à toi de choisir. Il y a toute la question, ben là, ça vient avec des droits humains. Fait que là, on te donne des droits de liberté, d'autonomie, etc., qui existent là. Il y a tout aussi un courant qui peut paraître banal, mais dans le roman. Les journaux arrivent fin des années 1700, dans les années 1800. Puis, il va y avoir des romans là, qui sont publiés, Alexandre Dumas, et voyons, là, j'ai pas. Euh, Ça me vient pas en tête. Peu importe. Euh, donc, il y a des romans qui sont publiés comme ça à toutes les semaines dans les journaux. Puis quand on regarde un roman du début du siècle, là, début du 19e siècle, entre 1800 et 1820, à peu près tout se passe dans l'action. Puis quand tu arrives à 1880, 1890, tout se passe dans la tête des personnages. Puis c'est comme absolument fascinant ce basculement-là entre le moment où est-ce que tout est à l'extérieur, puis tout devient un discours intérieur. Mais les gens, à lire ces histoires-là, en parler entre eux, développent aussi tout un approfondissement de la culture intérieure. Puis là que maintenant, on est en train de pousser tout dans le domaine de la psychologie, avec les discussions sur le trauma, sur la dépression, euh, toute la question, on pourrait avoir des questions de psychanalyse, même si c'est moins à la mode au Québec. Là. Il y a d'autres endroits où est-ce que c'est plus à la mode, mettons, la question de ton surmoi, de ton inconscient. Il y a tout un langage de l'intériorité là, qui est extrêmement sophistiqué présentement, puis qui n'existait pas il y a 2 ans passés, puis qui élargit comme le spectre du moi. Sinon, toute la question de l'État-providence, le fait que l'État donne la santé, l'éducation, puis grosso modo, l'aide de premier recours, là, tu sais, que ce soit l'aide sociale, que ce soit le chômage, ben ça aussi, ça te demande de moins dépendre de ton rôle de ta solidarité familiale. Puis maintenant, tu as comme une solidarité informelle qui est collective. Puis là, ben, si on fast forward, parce que je pourrais donner d'autres exemples, mais si on fast forward, ben, maintenant d'avoir un téléphone dans ses poches par personne, tu sais, je me souviens de l'époque où est-ce qu'on téléphonait, puis c'est sur le rang, il y avait 6 téléphones qui sonnaient en même temps, puis selon le nombre de coups, tu savais c'était quelle maison qui était appelée, puis toi, tu pouvais répondre, puis parler à ton voisin, mais l'autre voisine, elle écoutait parce qu'elle était Elle, voyeureuse, là. elle écoutait, ouais. Fait C'est que là, comme tout le ça que monde les a... ragots du village se créaient, là. Tout le monde savait tous les petits ragots de partout, là. Ah ouais, il n'y avait pas d'endroit pour se cacher, là. Pas au téléphone, en tout cas. Fait qu'avoir un cellulaire, avoir des algorithmes qui curent ton profil Facebook ou la publicité que tu vois, ou etc. Donc ça, c'est tous des facteurs qui individualisent puis qui créent des personnes qui euh, ont une perspective sur le monde, qui ont un grand sentiment d'autonomie, de détachement, euh, d'une perspective particulière sur le monde. Puis, ben, évidemment, quand on arrive dans un collectif, il y a beaucoup de choses, une certaine dose de cette autonomie-là qui disparaît. Tu sais, il y a beaucoup plus de choses qu'il faut que tu demandes l'avis à d'autres personnes avant de les faire. Puis, c'est là que pour moi, il y a un espace de tension. À la fois, la société actuelle crée des pathologies, donc crée des maladies. Puis là, ben, je pense beaucoup à la solitude, je pense beaucoup à la dépression. Il y a toute la question de la performance aussi là, qui est très, très mise de l'avant. Puis là, ben, le stress qui est associé. Puis ben là, évidemment, tu as plein de problèmes de santé qui peuvent être associés à ça. Euh, donc,
la société contemporaine crée des individus très individualisés qui entraînent certaines maladies. Puis là, ben, pour moi, les éco-communautés mettent en tension ces individus-là parce que soudainement, il y a un partage des espaces de vie. C'est pas toi nécessairement qui décide le repas que tu vas manger. Euh, il y a un paquet de décisions qu'il faut que tu t'entendes avec d'autres personnes. Normalement, c'est facile. Tu t'entends plus avec quelqu'un, ben, tu coupes les ponts. Tu quittes ton emploi, tu laisses ta blonde, tu arrêtes de parler à ton ami. Ou il y a comme un moyen d'avoir des ruptures relationnelles faciles, alors que là, dans la communauté, tu es un peu plus pris dans tes liens relationnels. Fait que pour moi, c'est tout ça qui est mis en tension. Mais de l'autre côté, tu as une réponse de sens. Tu sais, tu le fais plus juste pour toi, tu le fais pas pour ta vie, tu le fais pour des générations futures. Il y a la question de la vie collective, puis là, ben, à ce moment-là, la solitude, la dépression, la question de la performance peuvent être moins présents. Il y a l'idée de cheminer ensemble à travers nos défis aussi. Fait qu'il y a comme un paquet d'éléments qui viennent là mais qui sont pas sans tension, sans travailler l'individu contemporain dans son individualité. Fait que c'était ça comme tout le cœur de mon hypothèse sociologique. Puis là, j'ai pas de données probantes là-dessus, mais vous hachez la tête, puis c'est des fois ça, là, c'est comme on lit une coupe de livres, on réfléchit ensemble, puis finalement, ça a bien du sens, même s'il y a personne qui a écrit un papier pour dire ça va jusque-là, mais pas un petit peu plus en dessous, puis c'est un petit peu plus qu'au-dessus, tu sais. Go. Mais mettons, je te donne un exemple très concret, là. Parce que, Vas-y. parce que moi, je pense, est-ce qu'il faut atteindre comme un équilibre là, dans cette tension-là individuelle-collective? Par exemple, je te dis comme, OK, nous, dans notre collectif, t'as pas le droit de porter de chemise jaune. OK? Mais tu peux porter une chemise blanche ou une chemise bleue, ou whatever. Mais pas les chemises jaunes. Pour toutes sortes de bonnes raisons, peu importe. Là. Puis là, non seulement tu peux pas porter de chemise jaune sur quand tu es dans l'ensemble, quand tu es sur le terrain du collectif, mais aussi tu peux pas en porter quand tu sors pour aller voir ta famille à Victo ou à Montréal. Est-ce que il y a, est où la ligne comme qu'on devrait respecter les décisions de l'individu ou est-ce que tout collectiviser, c'est mieux, tu sais? Parce que un moment donné, il y a comme, j'ai l'impression, un équilibre à maintenir entre les décisions individuelles puis les décisions collectives. Puis si tu fais beaucoup, beaucoup de décisions collectives, ben peut-être qu'il y a certaines décisions individuelles tu- ils vont être plus nécessaires. Je sais pas. Comment tu vois ça? Ben, ça me fait penser à une couple de choses. Tout à l'heure, je parlais de Michel Lallemand. Puis d'ailleurs, je suis pas revenu, mais c'est un Français qui a été aux États-Unis pour étudier les éco-communautés. Mais c'est ça, Michel Lallemand, il remarquait que il divisait comme en quatre, en trois groupes peut-être, les gens qui allaient dans les éco-communautés. Il y a comme un espèce de 25% qui fait pas 2 ans parce que c'est pas leur tasse de thé. Tu sais, ils arrivent, ils s'emballent, mais finalement, assez rapidement, ils partent. Il y a un 25% qui reste pour la vie. Ils trouvent un endroit où est-ce qu'ils sont bien puis ils ont envie de passer le restant de leur existence là. Puis il y a une espèce de 50% qui a tendance à faire en moyenne un cycle de 7 ans. Puis ça, des fois, ça va être 4 ans, puis des fois, ça va être 10, mais grosso modo, c'est 7 ans. Puis là, c'est drôle parce que l'entièreté de notre corps se régénère en 7 ans, si je ne m'abuse, là. Mais ce qui est drôle, c'est que ces gens-là arrivent dans l'éco-communauté avec un idéal de liberté, donc de sortir de la contrainte du travail, de sortir de la contrainte de l'argent, de se trouver une habitation, d'avoir des assurances, d'entretenir un véhicule, etc. Puis quand ils partent avec un souci de liberté, encore une fois. Liberté des décisions de ne pas avoir à demander à quelqu'un d'autre pour faire de quoi, de pouvoir avoir leur char, de pouvoir avoir un montant d'argent un peu plus substantiel pour faire ce qu'ils ont envie avec. Euh, donc, je pense que ça, c'est intéressant comme équilibre de jusqu'où le collectif a un poids sur l'individu, puis que la même valeur fait que les gens viennent s'installer, puis que les gens repartent par la suite. Après ça, j'ai l'impression que c'est beaucoup une question de, tu sais, désolé, j'ai un chat dans la gorge. Fait que la,
Pour moi, il n'y a pas de meilleure éco-communauté tant que ça que d'autres. Tu sais, il y a des endroits que ça fonctionne pas là, parce qu'il y a un gourou qui lit de la patente, puis qui demande à ses disciples de faire n'importe quoi. Puis c'est ça généralement qui fait les médias, puis qui fait peur aussi là, des modes de vie des communautés. Mais mis à part ces cas extrêmes-là, pour moi, il n'y a pas tant une bonne communauté ou une meilleure communauté. Il y a une question des lignes de désir. Tu sais, la collectivité va dans une certaine direction. Puis, est-ce que ta ligne de désir personnel, ça rime ou va dans la même direction de cette communauté-là? Ou est-ce que tu es un peu à côté? Puis après ça, ben, peut-être que c'est pas la bonne communauté pour toi, puis tu devrais en trouver une autre qui vibe sur quelque chose qui est différent, là. Puis, dans ce sens-là, ben, peut-être qu'une communauté où est-ce qu'on se donne des cadres de vie rigides et très, très amples, ça te convient. Ben à ce moment-là, je pense que tu peux être bien là-dedans. Puis une autre où est-ce que tu as besoin justement qu'il n'y ait pas trop de choses. Puis là, ben, ça tombe bien. Tu sais, il y a Acorn aux États-Unis où est-ce que, il n'y a pas beaucoup de règles de vie. Puis que ça continue à tourner même après que la moitié de l'éco-village soit parti parce qu'ils étaient tannés d'avoir l'impression de porter toute la charge du collectif sur leurs épaules. Puis ils sont partis, puis d'autres personnes ont pris la balle au bon. Puis là, ça pose la question de est-ce qu'il était trop contrôlant? Qu'est-ce qu'il faisait pour favoriser l'implication des autres personnes? Est-ce qu'il aurait pu faire un step back avant d'être écœuré, aller voyager, visiter d'autres mondes, partir 6 mois, un an, puis comme justement diffuser le pouvoir puis la responsabilité par le fait même? Ou, tu sais, il y a plein de choses. Puis probablement qu'il serait. Il n'en parlerait pas avec autant de légèreté que je le fais si il était là avec nous aujourd'hui. Mais, euh, mais oui, c'est ça. Puis la dernière chose que ça me faisait penser, cette question-là des chemises jaunes, c'est que j'ai une tante qui a vécu dans un ordre religieux. Puis elle était assez habillée de la même façon pendant 40 ans de sa vie, là, à manger grosso modo à la même heure, puis à avoir une mère supérieure qui dise tu peux faire cela, puis avoir la messe à tel moment, puis elle était bien là-dedans, là. Fait que, euh, fait que ouais. Wow. Pourquoi tu as été là, là? Tu viens de décourager environ 50% de la clientèle qui viennent de se rendre compte qu'ils rêvaient de liberté puis d'autonomie. Puis là, il va falloir encore s'asseoir en groupe pour tout décider ensemble de toutes les conventions qu'on veut mettre dans notre groupe. Je Ben, c'est t'acharne un peut-être peu, ça, hein, là. la vie. Je veux pas que tu répondes nécessairement à ça. Non, 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 mais Mais vas-y, vas-y. j'ai comme l'impression que c'est toujours un peu ça, là. Il y a des compromis. Puis c'est pas un mot que j'apprécie tant que ça, là. J'aime quand on réussit à dépasser le compromis puis qu'on réussit à collaborer ensemble. Mhm. Mais j'ai l'impression que notre idéal, il y a toujours un écart entre la réalité puis notre idéal. Puis on peut essayer de l'amoindrir, mais même Elon Musk a un écart entre son idéal puis la réalité avec 400 milliards de dollars dans les poches, là. Mais je vais peut-être ouvrir une boîte de Pandore, mais ce n'est pas le but, ce n'est pas l'intention. Dans ton texte, encore une fois, te parler, t'as juste une petite phrase là-dessus, puis tu t'es pas trop épivardé sur ce sujet-là, là. Mais on fait souvent un lien entre les communautés intentionnelles et la vie amoureuse. Est-ce qu'il y a un lien que tu vois entre les relations de couple et les relations d'une communauté? Euh, ben, forcément. Forcément. C'est un des. Ben, pour moi, le défi des relations dans les éco-communautés, c'est que souvent, on a comme la vie quotidienne de colocation. Puis, tu sais, tout le monde qui est en colocation, c'est que c'est pas si évident que ça, avoir ce niveau-là. Puis là-dessus, on a des relations amoureuses, familiales. Puis après ça, on rajoute le travail. Puis après ça, on rajoute toute une question démocratique. Fait que là, on met comme tout dans le même panier, là. Le restant des gens, ça fonctionne plus au travail, ben, ils peuvent crisser ça là, puis ils gardent la famille, puis ils gardent les amitiés, puis ils gardent. Puis ça fonctionne plus en amour, ben, tu peux toujours te séparer. C'est jamais facile, mais fait que c'est comme tout est cloisonné. Puis là, ben, le fait d'être en communauté, tout est mis ensemble, fait que forcément, ça a des conséquences. Nous, il y a mine de rien quand même beaucoup de personnes
qui étaient ensemble au début, puis qu'ils ne sont plus ensemble maintenant, et ça continue. Dans le sens que le projet continue, il y a eu des désaccords, il y a eu des moments de distanciation, mais il y a aussi des périodes de résolution puis de reconvergence. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment chouette pour nous. Puis c'est certain que ça a marqué la collectivité, mais ça n'a pas été un point de clivage majeur, j'oserais dire. Euh, ouais, ouais, grosso modo, ce serait ça. C'était pas une majeure. C'est bien parfait. Peut-être, ce Vas-y. qui arrive, c'est que quand tout le monde était ensemble, ben là, l'énergie était beaucoup plus dirigée vers le projet. Maintenant que les gens ont des amoureux, des amoureuses à l'extérieur, Mhm. ben là, ils se retrouvent à devoir diviser leur attention puis leur temps entre ce projet-là puis les autres sphères de leur vie. Puis ça, sans être un espace de tension majeur, ça crée quand même un peu de friction parce qu'il y a des gens qui aimeraient qu'on dirige plus d'énergie vers le projet, puis il y en a d'autres qui sont comme, ben justement, ma liberté, j'y tiens. Puis ceci n'est pas comme vous, le centre de ma vie. C'est un élément important dans ma vie, mais ça n'en est pas le centre. Fait que je vais continuer à le considérer comme un élément important, puis donner le dosage approprié. Puis là, ben, le dosage approprié n'est pas nécessairement le même pour tout le monde. Fait que c'est ça, je te dirais que ça n'a pas été tant la vie amoureuse puis les ruptures que maintenant il y a des relations à l'extérieur, que ça demande une recomposition Ouais. euh, des, ouais, des dosages par rapport au projet. Ouais. Super. Hey, c'est super intéressant. On est déjà à 1 heure et demie. J'ai l'impression, Hugo, que le podcast va durer un peu plus longtemps que de l'habitude parce qu'il nous reste quelques questions. Puis c'est vraiment, vraiment intéressant. Moi, je vais profiter encore du temps qui est là pour, avec notre invité. Je trouve ça super intéressant. Euh, Mais Pierre-Élie, t'es correct de continuer, là? C'est bon. Oui, ça me va continuer. Super. Merci beaucoup de ton temps. Où j'en suis? Tu en as parlé un tout petit peu tantôt, t'as vendu un peu la mèche, mais j'ai justement pris cette citation-là que t'as parlé tantôt. Alors j'ai deux citations et une question qui en suit. Alors, la première va ainsi. Quelques personnes auraient souhaité plus de rencontres pour orienter le projet. Mais quand 25 personnes habitent 3 lieux différents, séparés par 250 kilomètres, avec une tendance généralisée à ne pas vouloir se restreindre dans ses envies, il y a fort à parier que les moments pour se parler tous ensemble soient d'une grande rareté. Fin de la première citation. Deuxième citation. Et alors, on pourra trouver un aménagement qui convient pour créer plus de confort, de bonheur, de confiance et par là, de puissance collective. Faut-il un espace de vie supplémentaire? Deux jardins? Autre chose? Mais cette trouvaille repose sur l'abandon d'une logique de victoire ou de défaite dans les conflits et sur la volonté des parties en présence de trouver une avenue qui convient à l'ensemble. Fin de la citation. Tant de choses là-dedans. Je te poserai la question, mon cher Pierre-Élie, si tu avais une chose à dire, le meilleur conseil sur le vivre ensemble, qui synthétiserait toute ta pensée, là, qu'est-ce que ça serait? J'ai l'impression que j'irais sur l'ego puis l'humilité. L'ego et l'humilité. Fait que peut-être que dans la question du collectif, il y a aussi la question des individus. Puis ça te demande une disposition personnelle de pouvoir habiter dans un espace collectif. Puis il faut pas que tu aies trop d'ego. C'est justement, c'est dans une logique de victoire, c'est dans une logique d'avoir raison, c'est dans une logique de compétition avec les autres, d'imposer ton point de vue. Euh, ça va être rude. Ça va être rude, puis ça va brûler beaucoup de ponts, je pense. Puis de l'humilité, parce que souvent, on comprend pas.
C'est surprenant le nombre de fois où est-ce qu'on a un angle qui est restreint, puis même quand on pense avoir compris toute la patente, des fois on a compris la moitié, des fois on a compris le quart, des fois on a compris le dixième, des fois on a compris 90%, mais c'est très très rare qu'on réussisse à avoir l'ensemble de l'image euh, par soi-même, puis même avec quelques personnes. Fait qu'une dose d'humilité sur ses certitudes, puis surtout quand on prête des intentions à d'autres personnes, là. Euh, Là, je pense que ça prend aussi, justement, se dire que peut-être qu'on comprend pas. Puis c'est un truc que je me rends compte, j'ai l'impression, plus que ça va, là, que j'ai entendu cette phrase-là à un moment donné, puis je la trouvais quand même brillante, là, qu'on est tout un peu brisé. Puis la question, c'est comme un peu jusqu'à quel point, puis qu'est-ce que ça nous demande après ça, qu'est-ce qui nous trigger, qu'est-ce qui fait en sorte que soudainement on vient surcharger émotionnellement ou ça pèse sur un piston, ça vient chercher une valeur qui nous déclenche. Puis comment est-ce que souvent on a l'impression que des gens sont comme soit hautains, soit désagréables, mais des fois, ils sont juste dans une mauvaise passe, ils sont préoccupés, ils sont surchargés, Puis, il y a finalement des explications qui ont absolument rien à voir avec nous, puis que si on le prend personnel, ben, on se met à brouiller du noir pour une situation qui finalement se déroule à quelques milliers de kilomètres de là, qui est une dynamique familiale compliquée, ou je sais pas quoi, tu sais, puis sur lequel on n'a pas de pouvoir, puis on n'a pas de responsabilité, puis qui nous concerne pas, mais qui fait que soudainement, ben, je suis pas capable d'avoir de contact avec cette personne-là, par exemple, parce que c'est trop intense ailleurs, là. Ouais. Ouais, ouais. Euh, Comment dire? Lorsque, lorsque j'ai piloté pendant une année, ben, pendant un cours, euh, 2 semaines, j'ai piloté le cours de EDE. Et avec les participants, à chaque séance, à chaque sujet, qui était comme un cours de 3 heures, les participants, souvent, j'entendais, ah, ça, là, ce sujet-là, c'est la base. Ça, c'est vraiment la base. Faut vraiment mettre ça en premier dans le projet. Tu sais, c'est quelque chose. C'est quoi la base? Tu sais, là, on parle de comment faudrait savoir d'avance comment on va résoudre nos conflits. Avant même que le projet soit là, il faudrait déjà avoir des formations de sociocratie ou de communication non violente. Avant même d'essayer le vivre ensemble, on demande aux personnes de faire leur travail personnel, du développement personnel pour voir si tu as géré tes choses. On parlait de trauma tantôt ou de pensées limitantes ou de plein plein de choses. Et là, on parle, j'ose aborder un tout petit peu le sujet de l'argent qu'on fait pas souvent dans le podcast. Et c'est souvent un sujet tabou où il y a plein de limites, de peurs, de doutes qui sont mélangés là-dedans. Mais là, lorsqu'on parle d'acheter une propriété ensemble, un terrain, même si c'est pour une bouchée de pain ou une demi-bouchée de pain, puis tu vas devoir faire plein de rénovations, un peu comme tu as dit tantôt, mon Dieu, d'avoir des ententes claires sur qui achète, c'est quoi ta partie, comment tu vas t'impliquer. Puis là, les personnes, lorsqu'ils s'impliquent, ils mettent de l'argent, puis qu'ils repartent avec, lorsqu'ils partent parce qu'il y a un conflit, ils veulent repartir avec la même somme d'argent qu'ils ont mis au départ, mais ils ont quand même vécu, ils en ont quand même profité de tout ça, là. Fait que comment qu'on fait pour mettre des bases, qui est la base, de mettre des bases? Comment qu'on fait pour avoir des ententes claires avant même. Ça revient au livre Qui décide, qui décide. C'est ça. Mhm. Comment qu'on fait pour mettre des bases qui vont être la base du projet? Ça dépend des endroits, je te dirais. Mhm. Présentement, c'est ça. J'habite au 746, mais là, je suis en train d'acheter une terre collective dans la Nodière. Fait que ça, c'est comme à, je sais pas, 150 kilomètres d'où est-ce que j'habite. Euh, Puis après ça, je vais aller habiter dans le Kamouraska, en colocation avec quelqu'un qui a eu des colocations
2 à 8, 9 personnes selon les époques. Là, c'était une très grande maison. Puis, fait que je passe un peu d'un projet collectif à un autre projet collectif en gardant un pied dans le premier projet collectif. C'est la configuration des affaires. Là-dedans, dans la note d'hier, il fallait réunir 370 000 ce qui n'est pas une petite somme. Puis là, ben, finalement, c'est ça. Montage financier à travers une OBNL. Il y a des contrats qui sont signés avec tout le monde qui déterminent que la terre ne pourra jamais être vendue à profit. Mais la maison, elle va avoir une certaine appréciation, mais que ce ne sera jamais la valeur du marché pour neutraliser la spéculation immobilière. Puis garder le lieu quand même relativement accessible pour les prochains ou les prochaines qui vont venir après les membres fondateurs ou fondatrices. Parce que j'ai vu en France un éco-village duquel je n'ai pas parlé, euh, il me semble dans le Tarn-et-Garonne, et ben, c'était le défi. Tout le monde s'était auto-construit au départ, mais là, l'évaluation était tellement élevée que ça allait être des médecins, des avocats, des notaires ou des ingénieurs qui allaient pouvoir racheter. Puis si tu n'étais pas dans une de ces catégories-là qui faisait des salaires de 100 000 en montant par année, ben, tu étais exclu d'emblée. Euh, Fait que là, je te dirais que la- l'approche, ça a été vraiment d'avoir des ententes signées claires entre tout le monde. Il y a présentement 10 lots qui sont prévus. Il y a le restant de la terre qui va demeurer d'usage collectif. Il y a certaines choses qui vont être proscrites. On ne pourra pas faire de cours à scrap sur notre lot individuel, et ainsi de suite. Euh, le projet du 746, ça, c'était beaucoup plus dans l'implicite, là, le mode de décision à l'envie, c'était là aussi, je dirais. Puis, ben là, tranquillement, on est en train de noter qui a contribué de quelle manière, que les gens puissent repartir avec un certain montant. Si on participait à la mise de fonds de départ, que ce montant-là puisse repartir. Si on participait à des améliorations, le nouveau toit, euh, des constructions de cuisine d'été, sauna ou autre, ben à ce moment-là, il y ait un certain temps pour pouvoir rembourser la personne. Fait que ça, on est en train de clarifier ces éléments-là. Euh, il y a une personne qui a signé pour toute l'hypothèque parce que c'est la personne qui avait l'emploi qui était comme le plus reconnaissable là, dans le projet aux yeux de la banque. Euh, mais ça reste que ben, ça repose un peu sur le bon vouloir de cette personne-là. Ça va, il y a de la confiance qui règne, mais c'est ça, ça aurait pas pu être n'importe qui, puis c'est ça. Éventuellement, on voudrait aussi clarifier ça, mais c'est des tâches un peu pénibles. C'est beaucoup dans l'abstraction. C'est très clérical, là, dans le sens, le clerc au Moyen Âge là, qui note des trucs sur un bout de parchemin, mais c'est comme un peu fastidieux de s'asseoir, faut que tu écrives, là tu l'envoies aux autres, les gens n'ont pas envie de le lire, ils lisent un peu à reculons, ils le commentent à reculons, là, il faut que tu recommences à reculons. Là, des fois, j'ai l'impression que c'est un peu ça, l'affaire. Mais je dirais que à Mandeville, ça s'est mieux fait. Il y avait un peu plus de. Mais il y avait un peu moins d'allergie collective aussi à ce type de prise de décision-là. Puis mine de rien, on apprend parce que là, on clarifie des choses euh, au fur et à mesure. Mais je pense que sur les questions d'argent, ce serait quand même le plus tôt, c'est le mieux quand même. Il y a bien d'autres affaires qui peuvent se définir en cours de route, mais ces affaires-là, ne serait-ce parce que t'es adossé au droit de propriété dans une société capitaliste, là. Fait qu'après ça, si c'est pas le projet collectif qui a la priorité, ben ça va être le droit de la propriété capitaliste. Puis s'il y a une seule personne qui a son nom sur le terrain, puis elle décide de le vendre à profit, puis qu'il n'y a pas d'entente de signer, ben elle va le vendre à profit, puis il n'y aura pas d'entente de signer, puis tu vas te ramasser le cul à l'eau, là. Fait que Totalement. pour moi, ça, c'est très, très sérieux. Et dans Euh, les projets de communauté, on parle souvent, il y a souvent un propriétaire terrien ou propriétaire de la maison. Dans votre cas, c'est celui qui était adossé par la banque, fait que c'est lui qui a. Tu sais, c'est souvent j'entends les personnes qui partent ou les personnes qui sont un peu plus amères qui vont dire, ah, mais c'est lui qui a toutes
les droits, c'est lui qui a le gros bout du bâton, mais il y a toutes les responsabilités qui viennent avec. Si jamais il arrive quelque chose, c'est lui, là, c'est son nom qui est sur le papier, là. On voit pas souvent ce côté de médaille-là parce qu'il y a très souvent 90% du monde qui sont pas les propriétaires, puis qui se rallient ensemble, ah, le propriétaire, le boss du terrain, ou des fois il y a l'espèce de chapeau du gourou, là, de celui qui décide tout, mais c'est lui qui signe les papiers, qui a les assurances, qui est responsable de la maison, puis si toi tu fais juste habiter là, tu te dissocies du projet, tu t'en vas n'importe quand, ben, moins de responsabilité vient avec peut-être un peu moins pas de droit, mais tu sais, il y a quelque chose là que je demanderais juste comme aux gens de comprendre la réalité de l'autre côté de la médaille, du propriétaire puis Mhm. du porteur de projet. J'aurais envie de faire du pouce là-dessus avant que tu rebondisses, Hugo, si ça Vas-y, va. vas-y. Euh, c'est super intéressant parce que ça me fait penser qu'en fait, la mise de fonds a été faite par toutes les autres personnes, mais pas par la personne qui a endossé le projet. Fait que là, ça fait que la question de la responsabilité n'est pas la même. La personne qui paye les assurances, c'est pas la personne qui endosse non plus. Euh, il y a un OBNL qui possède 20% de la maison, de la grande maison, puis il y a 80% qui est endossé par la personne. Fait que aussi, ça donne un petit équilibre de pouvoir, dans le sens que il ne pourrait pas avoir une vente unilatérale. Il faudrait que ça passe par l'OBNL, puis l'OBNL est constitué de tout le monde même si c'est ça, même si c'est pas elle qui a l'hypothèque. Puis, fait que comme on a réussi à trouver une formule avec pouvoir, contre-pouvoir, différents leviers qui fait en sorte que la personne qui endosse, finalement, elle reçoit l'argent de l'hypothèque dans son compte, puis ça ressort 2 jours plus tard. Puis c'est à peu près ça comme son rôle. Puis c'est pas quelqu'un qui est comme au centre de toutes les décisions non plus. Fait que c'est comme dans l'interpersonnel, c'est pas la personne qui est au centre. Dans la responsabilité, c'est pas la personne qui porte toutes les responsabilités. Fait qu'on a quand même réussi une espèce de formule par allergie, j'imagine, à la bureaucratie, puis par aversion au pouvoir que justement. Mais c'est vrai que la question de la responsabilité puis des avantages est super, super importante, là. Puis je sais pas si Hugo, tu voulais faire du pouce sur ce duo-là. Ouais, mais j'allais te répondre à Martin, c'est vraiment le pouvoir. Si ça devient avec plus de responsabilités, ça vient avec plus de pouvoir. Puis je trouve ça vraiment intéressant ce que vous avez fait. C'est comme, oui, il fallait quelqu'un pour endosser à la banque, puis quelqu'un qui a du crédit, puis ci, puis ça, mais que vous l'avez fait avec l'organisme, puis que là, tout le monde est dans l'organisme, je trouve ça vraiment intéressant. Puis c'est comme propriétaire unique, c'est que ça crée des structures implicites de pouvoir. Fait que là, peu importe c'est quoi les ententes qu'on va essayer de prendre ensemble pour essayer de distribuer équitablement le pouvoir, ben il y a toujours ça qui est en background, puis que là, tu fais comme ah non shit, c'est comme ça suit pas là. Puis après ça, oui, tu concentres les responsabilités sur une personne, puis cette personne-là elle fait comme, ben là, c'est moi qui est obligé de me taper toute la paperasse, c'est pas le fun, puis de prendre des risques légaux puis financiers, là. Puis elle reçoit la critique de tous les membres, puis ouais, ouais. Fait que ça va dans les deux sens, là. Et oui, je demande aux personnes qui font partie de la collectivité de comprendre le pouvoir que vous donnez à ce porteur de projet-là. Mais aussi, si toi, t'as futur créateur de communauté qui nous entend, si toi, tu as le désir et l'intention de prendre ce chapeau-là de porteur de projet, sois conscient du rôle que tu as et du pouvoir qui peut être attribué, donné, fait confiance à ça. C'est un rôle qui demande plusieurs chapeaux, puis c'est quelque chose. Je veux leur donner mes reconnaissances à ceux qui ont porté des projets puis qui ont été des porteurs parce que je tente de les voir puis de les reconnaître là, parce que très souvent la collectivité a une beaucoup plus grosse majorité des voix puis ils sont plus bruyants puis ils parlent souvent puis il y a plein de ragots puis la personne qui porte le chapeau tout seul il est comme ben là il me prête des intentions, j'ai tout ce pouvoir-là, j'ai toute cette responsabilité-là, comment je me sens là-dedans, c'est pas vrai les intentions qu'il me porte, ça peut être lourd. Fait que Mhm. d'en prendre conscience.
Puis peut-être réfléchir à comment diffuser le pouvoir puis la responsabilité aussi au sein du groupe, là. Ouais. Ça peut être des clés qui sont importantes pour que ça perdure. Mais c'est pas facile. Si tu mets beaucoup d'argent dans un projet puis penser que si jamais tu pars, qu'est-ce qui se passe avec ce projet-là? Parce que éventuellement, tu veux peut-être en partir un autre projet ailleurs, même si c'est une famille dans une maison unifamiliale à Blainville. C'est un projet quand même, puis ça va prendre des sous. Ouais. On s'aligne vers la fin, Pierre-Élie. Une petite dernière question pour toi. Projette-toi dans le futur. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Est-ce que tu te vois à continuer à vivre en collectif et à faire des projets collectifs? Oui, j'ai l'impression que ça va être encore partie de ma vie. Je ne sais pas encore dans quelle manière. Là, dans le Kamouraska, il n'y a pas. Tu sais, c'est ça, il y a une maison, genre colocation, avec une grosse grange aménagée en arrière. Puis, fait qu'il y a quand même de l'espace, il y a de la circulation quand même de gens qui s'arrêtent beaucoup à cet endroit-là. Euh, mais tu sais, c'est pas une éco-communauté en tant que telle. Puis sinon, il y a beaucoup de gens qui ont comme des collaborations, mais autour de la propriété privée, c'est comme du bon voisinage, l'échange de bons procédés. Tu peux venir dans ma forêt pour faire les sucres. Peut-être qu'éventuellement, on va construire une cabane à sucre ensemble, acheter un terrain à trois ou quatre. Puis là, il y a un bout que c'est une parcelle de jardin, un autre bout que finalement, c'est l'agriculteur d'à côté qui le fauche parce qu'il n'y a pas trop de projets dessus pour l'instant. Puis plein d'affaires un peu. J'ai hâte de voir l'espèce d'architecture de comment que ça va se faire. J'ai pas l'impression que ça va être, c'est ça, la communauté intentionnelle, mais j'ai l'impression que ça va être encore plus de maillage puis de croisement si mon aventure de cette communauté-là euh, suit son cours. Fait que un autre niveau d'expérimentation. Là, j'étais dans une éco-communauté que j'avais jamais vu d'égal à ça. Puis là, j'ai l'impression d'aller vers quelque chose d'autre qui va avoir du collectif à différents niveaux, mais je ne sais pas encore dans quelle configuration que ça va se faire. Puis j'ai hâte de voir, mais c'est certain que je vais continuer dans les prochaines années. Yes, merci. On se fait-tu un petit tour de table de check-out en ordre inversé de qu'on a fait le check-in? Martin, vas-y. Ça veut dire qu'on commence avec moi, ça? Par toi, ouais. Ouais. Euh, wow, wow. Mais je pense que je le dis à chaque épisode, mais encore une fois, c'est tellement riche les discussions qu'on a là. Euh, j'ai vraiment apprécié comment ton cerveau il est articulé, puis des fois je m'auto-proclame un peu comme un sociologue des communautés aussi. J'en ai voyagé, j'en ai vu quelques-unes. Mais là, je vois que j'ai encore beaucoup à apprendre, puis je vois à quoi ça ressemble un vrai sociologue des communautés. Je te le donne, mon cher. C'était très agréable. Et si je repars avec une chose, je crois que c'est vraiment, je pense, la direction que la communauté veut aller. Si toi, tu as le goût de t'engager dans un projet. Il y a tellement de beaux projets partout à travers le Québec et à travers le monde, je dirais. C'est bien savoir toi où tu en es et dans quel projet tu vas décider d'aller. Puis ton choix, il faut que ce soit basé un peu sur c'est quoi la direction de cette communauté-là. Est-ce que c'est bien aligné avec toi? Et je finirai avec le mot qu'une de mes amies m'a dit une fois. Plus tu t'impliques de bonheur tôt dans une communauté, plus tu t'impliques tôt dans une communauté, plus tu as de chances que cette communauté-là te ressemble. Mhm. Hmm. Martin, Voilà. tu viens de trouver le titre de l'épisode, le sociologue des communautés. Moi, je repars. Je regarde tantôt, puis ça fait comme un peu plus qu'1h40 qu'on enregistre. Je fais comme quoi déjà? Je trouvais ça a passé très vite. C'est toujours le fun, c'est toujours inspirant. Ça fait rêver.
Et j'aime ça de parler, Pierre-Anthony, pas Pierre-Anthony, il y a quelqu'un ici qui s'appelle Pierre-Anthony, Pierre-Élie. Je trouve que tu as des belles nuances. Euh, Puis c'est jamais comme noir et blanc, il y a comme toujours, ben, la vie, c'est plusieurs choses en même temps, puis tout est gris. Et moi, je suis très de cet avis. Donc, je repars avec plein d'inspiration. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. C'était le fun. Puis c'était le fun quand on s'en soit parlé au Festival de la Décroissance Hugo à Québec, puis que tu m'aies relancé en janvier, mais là que c'était trop chargé, fait qu'on fasse ça ce soir. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial que vous fassiez ça au Québec, de faire le tour. Peut-être que c'est vous autres, là, le germe du réseau des éco-communautés québécoises. Ne veut pas, ça prend éventuellement un nexus pour réussir à avoir le maillage des différents pôles. Puis je dirais que si on cherche une éco-communauté, ben, je pense que c'est comme du dating, mais à plusieurs, là, ou est-ce que c'est la personne qui rencontre l'éco-communauté, puis est-ce qu'il y a un coup de cœur, mais la communauté aussi, est-ce qu'elle a un coup de cœur avec la personne? Fait que c'est un autre parallèle qu'on peut faire avec les relations amoureuses, que j'imagine vous avez déjà dit plein de fois, mais que je pense que c'est une petite sagesse à répéter de temps en temps, là. Yes, sur ça, on va se dire à la prochaine et merci Martin, merci Pierre-Élie d'avoir participé. Un immense plaisir, une bonne Merci. soirée. Merci Pierre-Louis. Merci à tout le monde qui nous écoute. C'est un plaisir toujours de partager.